L'argent est un très bon serviteur et un très mauvais maître. Les plus grandes pertes financières ne viennent pas de la réalité économique, mais de comment notre cerveau réagit. Investir sans connaître la psychologie de l'argent, c'est un peu comme naviguer sans connaître les vents. En gros, c'est un peu faire n'importe quoi. L'argent cristallise nos peurs, nos désirs, nos illusions et même nos pires comportements. La connaissance, le savoir ne suffit pas. Il ne suffit pas de connaître ces mécanismes, ces biais pour justement les éviter. Il faut aller encore plus loin. Dans cette vidéo, j'accueille Mathias Vaccaro. Mathias est psychologue spécialisé en psychologie sociale et cognitive, travaillant autour des dynamiques relationnelles, de la confiance en soi et de la gestion du regard des autres. Mais en plus de son expertise clinique, Mathias est aussi un investisseur aguerri en bourse, en immobilier et dans la restauration via une franchise. Mathias accompagne ses patients autour des émotions, de nos croyances et nos peurs sociales qui influencent nos comportements, y compris dans notre rapport à l'argent. Il a accompagné de très nombreux patients à enfin passer à l'action et ne plus être pétrifiés et anxieux pour leur avenir financier. Parce qu'aujourd'hui, le problème est que l'on veut tous protéger notre argent en le mettant de côté, mais c'est précisément de cette façon qu'on le perd. Entre la crise des retraites, l'inflation qui ronge nos économies, les placements bancaires qui enrichissent surtout la banque, l'époque de l'épargne tranquille est terminée. Aujourd'hui, le vrai danger, ce n'est pas l'investissement, c'est l'immobilisme. Ne pas prendre son argent en main, c'est prendre le pire des risques, celui de perdre le fruit de son labeur. Les Français le savent de plus en plus, ils savent qu'ils doivent agir, ils savent qu'ils doivent investir. Mais pourtant, le constat est alarmant. Alors même que nous sommes les champions de l'épargne, nous sommes les derniers de la classe niveau investissement. Pourquoi ? Parce que nos vrais blocages ne sont pas économiques, ils sont psychologiques. Avec Mathias aujourd'hui, nous allons tâcher ensemble de comprendre ce qui se passe dans notre tête quand il s'agit d'argent, nos biais, nos blocages et surtout comment reprendre le contrôle. Au fil de l'échange, Mathias nous partagera des pistes très concrètes issues de la recherche, de son expertise pour outrepasser nos blocages et commencer à agir sereinement dès maintenant. Bonjour Mathias, merci d'être là. J'aimerais qu'on commence directement dans le vif. Concrètement, qu'est-ce qu'on risque finalement quand on ne comprend pas ce qui se passe dans notre tête vis-à-vis de l'argent? De ce que l'on sait, concrètement, quand on n'est pas au courant de ces biais, de tous ces mécanismes qui nous influencent inconsciemment, on peut avoir des décisions qui sont irrationnelles, on va beaucoup en parler, hein. Et donc on peut avoir des peurs, on peut avoir de la surconfiance, on peut prendre des décisions hâtives, impulsives, on peut même se faire avoir avec des arnaques, on peut, comme tu le disais, ne rien faire. Ce qui est le pire, ne rien faire et laisser l'inflation grappiller finalement son argent. Et on sait, par exemple, beaucoup d'études ont montré sur des traders professionnels qu'on a une perte liée à tous ces biais, on va en parler un peu plus, mais de 3% de rendement. Et on parle de traders pro. On va imaginer chez les particuliers que c'est pire. Voilà. Donc il y a vraiment un gros risque, il y a vraiment quelque chose à faire. On va parler de pas mal d'études au cours de l'interview pour détailler un peu tout ça. Donc 3% de perte, c'est quand on investit, j'imagine, en bourse, quand on est trader. Est-ce que c'est applicable aussi quand on est un particulier et qu'on investit en bourse? En fait, les études ont été faites sur des traders pros parce que c'est plus simple et ils ont plus de mouvements. Maintenant, on peut imaginer que c'est pire chez des particuliers parce que les particuliers ont moins de mouvements, ils vont avoir tendance à avoir d'investissements moins variés et on sait que, c'est toi qui le sais mieux que moi, mais la diversité d'investissements réduit un petit peu les risques sur les rendements. Donc là, on voit que même avec des bonnes stratégies en étant professionnel, on peut avoir de la perte. Même les pros, finalement, peuvent se faire avoir finalement. Ok, donc l'être humain de base, en fait, il n'est pas câblé pour gérer des grosses quantités d'argent quand on est trader. Quand on est maintenant un simple particulier qui investit son argent ou pas d'ailleurs, quels sont les pires biais cognitifs concrètement qui vont nous faire le plus perdre d'argent? Il y en a plusieurs, je vais en citer 5 qui sont pour moi assez importants et qui ont été dans les études sur les traders professionnels, donc ils influencent forcément les particuliers aussi. Par exemple, on va avoir le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est le fait de vouloir confirmer son idée présupposée. Par exemple, je vais me dire que l'action Tesla, elle est bonne et je vais voir tout ce qui confirme ça et je vais pas aller chercher ces informations qui infirment, qui me disent c'est peut-être pas la meilleure action pour mon projet, il y a peut-être mieux en termes de placement. Du coup, je suis persuadé que c'est un bon truc, je vais rester dessus à fond et ça limite un attachement affectif. Je suis plus rationnel dans mon positionnement. Un autre biais, par exemple, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, par exemple, je vais avoir un ancrage un peu irrationnel. Je prends l'exemple du Bitcoin. Je vais me dire, il a atteint 100 000. Dans ma tête, il faut qu'il atteigne 100 000. Même si je l'ai acheté à 15 et qu'il est à 90, je vais me dire, non, non, j'attends qu'il atteigne 100 000. Et cet ancrage, je l'ai fait de manière aussi irrationnelle. Du coup, je suis influencé par ça. Et là, pareil, on a de la perte, hein. Tout ça, ça a été mesuré. On va avoir, par exemple, aussi le biais de récence. Donc là, quand il y a quelque chose qui se passe, on va changer la perception totale qu'on a. Par exemple, la crise du Covid, la crise en Russie et on le voit à chaque fois, les marchés sont influencés plus que la réalité économique. Les gens réagissent à chaud, ils réagissent sur l'impulsion, ils réagissent sur la peur et ça influence un peu la perception qu'on a du marché. On va avoir le biais de surconfiance.
Donc là, vraiment, c'est je me fais confiance, j'ai l'intuition, j'ai réussi. Et donc là, du coup, on a tendance à pas trop vérifier les sources scientifiques, vérifier ce que les autres ont fait. Et le pire biais de tout, ce qu'on va beaucoup évoquer, c'est le biais d'aversion à la perte. Voilà. Donc bien sûr, c'est une étude très célèbre de Kahneman et Tversky qui a montré ça, on va en parler beaucoup plus, mais qui montre que perdre, ça nous déclenche de la douleur et du coup, ça nous influence bien plus que la probabilité d'un gain. Et donc on a tellement une aversion à la perte qu'on peut être influencé. Et par exemple, pour donner un exemple très concret, on a remarqué que les investisseurs particuliers, du coup, ils avaient tendance à garder plus longtemps leur position. Une action qui perd, ils vont la garder en moyenne 12 mois. Une action qui gagne, ils vont la garder en moyenne 4 mois. Voilà. OK. Parce que du coup, bah, ils ont tellement peur de perdre, d'avoir un truc qu'ils vont réagir à chaud, réagir trop vite, ce qui est pas forcément bon. Enfin, tu le sais mieux que moi, je pense. Mmh. Mais voilà. C'est sûr, il y a en bourse, il y a l'effet momentum, donc ce qui a le plus gagné récemment a le plus de probabilité de continuer à gagner, le plus et à contrario, les actions qui ont le plus perdu récemment ont le plus de probabilité de continuer de perdre et donc forcément si on arbitre notre portefeuille en vendant nos gains, alors oui, ça fait de la satisfaction peut-être immédiate, mais on garde nos pertes en se disant: «Bon, mais pas vendu, pas perdu». C'est le fameux donc effectivement, le biais de l'aversion à la perte. Exactement, ouais. Et juste, je reviens sur le biais de récence. Donc Mmh. ça, c'est antinomique finalement avec le fait que quand tu investis ton argent en bourse, ça doit être sur le long terme. Ouais. Donc quand tu vois, quand en fait tu comprends que tu as un biais de récence et que tes décisions sont orientées en fonction des informations que tu as eues très récemment, et bien forcément ça joue contre toi. Et c'est comme ça que tu peux avoir, comme tu disais, donc une sous-performance ou perdre 3% par an comme les traders pro. Et Exactement. avec les intérêts composés, ça représente des sommes qui peuvent Ouais. être colossales sur le long terme. Exactement. Alors là, on avait surtout parlé finalement d'investissement. Pour tous ceux qui n'ont pas investi aussi, est-ce qu'il y a des biais sur l'argent? Il y a beaucoup de blocages? Comment ça se passe aussi psychologiquement? Ben, en fait, on le sait, la procrastination, donc le fait d'avoir du mal à passer à l'action, parce qu'on a des blocages, parce qu'on sait qu'on devrait le faire. Il y a une étude récente qui montre que vraiment, c'est aussi important en termes de pertes que, les biais qu'on a évoqués jusqu'à présent, donc les biais, d'aversion à la perte. La procrastination, pour bien la définir rapidement, c'est vraiment: je sais que je devrais le faire, je sais que si je le fais pas, c'est négatif, mais j'arrive pas à le faire. Moi, je sais qu'il y a de Ouais. l'inflation, je sais que j'ai 10 000 € sur mon compte courant qui servent à rien ou que j'ai beaucoup trop sur mon livret A et pourtant je passe par l'action. Ouais, et pour te donner un exemple, il y a une étude récente en 2024 qui a été faite en Inde, hyper intéressant. Et du coup, ils ont pris des populations qui étaient éduquées, qui étaient justement informées sur tout le risque financier, la retraite, tous ces aspects de financement. Et du coup, bah, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de lien avec leur action. C'est-à-dire que vraiment, ils procrastinaient malgré le fait qu'ils étaient conscients qu'ils devaient investir, qu'ils devaient placer leur argent, que s'ils ne le faisaient pas, il y avait une perte sur l'inflation. Donc vraiment, c'est là où ils ont dit, en conclusion, bah, c'est un biais qui a autant d'impact négatif en termes de pertes et de rendement, de conséquences sur la retraite, que, tous les autres biais qu'on a évoqués. Donc là, vraiment, il faut agir là-dessus. On va en parler justement sur comment reprendre la main, comment agir là-dessus, comment éviter justement cette perte-là. Et justement, avant d'en parler, c'est vrai que quand on place son argent, quand on commence à investir, quand on pense faire bien les choses, on se croit rationnel, alors qu'en fait, on est avant tout émotionnel. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau? Pourquoi on est comme ça? Alors, de ce que l'on sait encore une fois, c'est une théorie qui est plutôt validée, c'est que on pense que le cerveau humain a développé 2 systèmes de traitement de l'information dans le but d'être efficace. Il fallait être efficace, prendre des décisions rapides. Donc il y a un système d'information qui est heuristique, donc ça veut dire qu'il traite l'information rapidement, il simplifie les choses, donc c'est les fameux biais pour être efficace, être rapide. Par exemple, quand on s'habille le matin, on n'a pas le temps de faire un bilan complet de la météo, quoi. On s'habille, on regarde rapidement pour une décision, on gagne du temps. Et le problème, c'est que ce truc-là, il est efficace, mais il peut nous pousser à faire des erreurs. Et à l'inverse, on a un autre système qui est algorithmique, où là, on va être plus posé, plus réfléchi, mais il nous demande toujours un effort. Et comme il nous demande toujours un effort, ben, on peut avoir des erreurs, des failles, dans des moments où justement on est pris par les émotions. Parce que bah, la bourse, elle commence à avoir un crack, ça descend, ça me fait peur, je vais perdre mon argent, on a dit. Donc qu'est-ce que je fais? Il faut vite réagir, il y a l'urgence. Et là, du coup, on peut prendre une mauvaise décision. C'est là où justement on va en parler. Pour se protéger de ça, il y a des choses qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui prennent cet exemple de dire, en fait, avant, quand on était des chasseurs-cueilleurs, pourquoi par exemple l'aversion à la perte? C'est, je préfère, fuir devant la petite menace de éventuellement il y a un lion qui va me manger ou un mammouth ou que sais-je qui va me foncer dessus, plutôt que d'aller quand même ramasser mes fruits, si j'ai vu un arbre attractif et cetera là-bas. Et donc forcément, on traite l'information négative tout de suite avec une
prépondérance ou avec une pondération beaucoup plus importante que l'information positive et donc c'est un peu ça l'aversion à la perte. Donc oui, ça, c'est un peu notre héritage, de notre cerveau qui n'a pas évolué finalement. Ouais, du moins c'est l'hypothèse qu'on a et qui a été confirmée. Donc pour rappel, du coup, c'est, donc Daniel Kahneman en 79 qui a eu le prix Nobel d'économie qui a réussi à montrer ça. Donc l'étude, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens: «Est-ce que vous préférez un gain, certain ou est-ce que vous préférez prendre le risque d'avoir un gain plus important?» Donc c'est un pari en fait et bah, tout le monde préférait le gain certain, même quand il y avait des disproportions. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner beaucoup plus, que c'était quasiment sûr et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a fait d'autres études derrière et notamment des études récentes, donc en 2007, qui justement montre sur le cerveau concrètement que, cette aversion à la perte, elle active de la douleur. Donc clairement, quand on est sur de la perte, la dépense d'argent, quand on a l'impression qu'on va perdre, il y a une douleur qui s'active, ça nous fait vraiment mal et à l'inverse, le plaisir de gagner ou de gagner probablement est assez faible, donc ne vient pas compenser. Donc ce que tu disais sur les chasseurs-cueilleurs, ça semblerait être assez vrai. Effectivement, il faut, vaut mieux prévenir que guérir. Donc la peur, par définition, prend le dessus et on peut justement s'en prémunir en mettant en place des actions, en mettant en place des méthodes. Mais justement, concrètement, quelles sont les méthodes? Parce que du coup, on comprend que, savoir, ça protège pas. Donc, même si je suis conscient que j'ai des biais cognitifs, je peux retomber dans ces travers. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour, se protéger du coup? Alors, bah, pour se protéger concrètement, il faut essayer de mobiliser ce fameux système algorithmique et donc pour ça, bah, il va falloir mettre en place des méthodologies qui sont externes. Notre cerveau n'est pas fiable, notre perception n'est pas fiable, donc il faut essayer d'avoir d'autres données plus objectives. C'est le principe de la science du coup, donc essayer d'avoir une méthode externe où on réfléchit dessus. C'est le principe d'un protocole finalement. On a un protocole, on a un programme, on prend le temps d'y réfléchir, on prend le temps de se mettre d'accord et pour donner un exemple, il y a une étude qui montre que le fait de mettre des, réflexes automatiques, donc d'automatiser des versements, des virements dans le cas de la retraite, hein, ça marche beaucoup mieux que si je dois moi-même chaque mois décider de ce que je fais. Ça, ils l'ont fait et si je dois décider chaque mois, au final, je mets moins que si j'ai automatisé et je l'ai automatisé parce que j'ai mis en place une stratégie avec une méthode que j'ai réfléchie. Donc ça, c'est ton métier aussi et moi, le mien, c'est de faire ça, mais au côté psychologique, du coup. Ouais, effectivement, ça rejoint complètement la philosophie passive, moi, que je véhicule sur cette chaîne, qui est de dire: «En bourse, ça c'est contre-intuitif, mais moins t'en fais, plus tu gagnes». Parce que justement, moins tu vas prendre de décisions, moins tu vas être sujet à tes biais cognitifs et ça rejoint les versements programmés, donc investir de manière programmée tous les mois, ne pas regarder ses comptes. Tout ça, c'est en fait, c'est un rappel de, eh bien, en fait, on n'est pas câblé pour être de bons investisseurs. Il faut investir comme des robots pour être de bons investisseurs et donc il faut automatiser au maximum. Je profite rapidement de cette interview passionnante pour vous dire que sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais s'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. À part la passivité en bourse, si on revient sur le plan psychologique, Mmh. donc concrètement, toi, aujourd'hui, comment tu vas accompagner, toi qui es psychologue d'ailleurs, donc tu vas peut-être avoir des patients qui, ont des blocages, vis-à-vis de l'argent, qui ont des blocages vis-à-vis de l'investissement ou autre. Quelles sont les méthodes? Quels sont les protocoles? Comment tu fonctionnes avec eux? Concrètement, bah, pour donner un exemple, les patients qui viennent me voir souvent, ils vont avoir des blocages liés à des peurs du coup, bah, effectivement de perdre leur argent, des peurs d'être pauvres, des peurs de prendre des mauvaises décisions. Parce qu'il y a un gros aspect, un gros blocage sur le phénomène social, on pourra en parler un petit peu plus et du coup effectivement, je donne l'exemple d'un patient qui lui était donc proche de la retraite, qui avait passé toute sa vie à économiser, mais vraiment donc beaucoup d'argent sur l'épargne, qui avait un gros revenu et qui arrivait pas ni à se faire plaisir, ni à investir. Vraiment, on est vraiment là-dedans avec ce truc de, irrationnel complètement, je risque de perdre, quoi. Je risque de plus avoir accès à mon argent, je risque de perdre et là, du coup, il a fallu vraiment travailler pour avoir une distance, encore une fois, de prise par rapport à ce l'argent, à ce que l'argent représente. Parce que là, il y a un gros vecteur, la
peur qu'on peut avoir par rapport à l'argent, elle peut se cristalliser sur une notion sociale et là, ça devient très problématique. Accentue la peur de perdre et on va plus loin que la notion de sécurité, primaire, on va dire, hein. Parce que dans son cas à lui, c'était pas du tout le cas, vu l'argent qu'il avait, vu le salaire qu'il avait, c'était vraiment voilà. Donc nous, il a fallu qu'on travaille justement sur ses peurs. Il a fallu qu'on travaille là-dessus pour qu'il arrive à prendre des décisions plus rationnelles et donc à s'accompagner vers la retraite en justement, travaillant moins aussi parce qu'il travaillait beaucoup trop par rapport à l'argent qu'il avait et en ayant un rapport beaucoup plus, léger et en faisant confiance à des processus automatiques, ouais. Ah ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que, moi je reçois souvent cette question, même des gens qui viennent, chez S'Investir Conseil qui, sont, proches de la retraite et qui, se disent: «Beh, voilà, tout ce que j'ai fait en fait, je l'ai mal fait et là maintenant c'est trop tard pour moi». Mmh. Est-ce que c'est vraiment trop tard? Est-ce que, psychologiquement on peut changer même à la retraite? Est-ce que, on peut débloquer les choses même quand on a bien ancré les choses pendant, 60 ans, 65 ans dans notre cerveau? Et est-ce qu'on peut finalement, passer à l'action même, même quand on a 65 ans? Alors c'est hyper pertinent parce que moi aussi j'ai cette question des fois, effectivement, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que voilà. De ce que l'on sait en tout cas, le cerveau se modifie tout le temps. On apprend tout le temps. Donc la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier à chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut apprendre en permanence. Voilà. Donc effectivement, il n'est jamais trop tard et même toi tu le sais, au niveau investissement, il n'est jamais trop tard pour faire des bons placements, des bons investissements et en l'occurrence ce patient-là que j'avais accompagné, bah, il a changé son comportement du coup. Il a réussi non seulement à se faire plaisir, il a réussi à prendre des risques en termes d'investissement et du coup, pour lui, il se sentait plus léger avec son rapport à l'argent et c'est ça qui aide, parce que je pense qu'il faut créer une distance entre soi et l'argent, ce que ça représente, pour pas avoir trop de peur justement et s'autoriser un peu à prendre un peu de risques. Sinon, ça peut amener des blocages comme on a évoqué, notamment la procrastination qui est quand même très délétère. Est-ce que ça aussi c'est dans notre cerveau donc, Mmh. d'être, d'être flemmard un petit peu, donc de garder notre énergie au maximum? Est-ce que ça on peut vraiment lutter contre ça aussi psychologiquement? Alors, on peut lutter contre la procrastination. Déjà, c'est important de remettre cette base. La procrastination, c'est pas uniquement la volonté de conserver de l'énergie. De ce qu'on pense savoir, c'est un sujet très complexe, mais pour faire simple, on pense que c'est plus une difficulté à se projeter dans un avenir loin. Donc, par exemple, la retraite, avoir une distorsion un peu temporelle. C'est des fois lié à de l'anxiété, ça peut même être un symptôme de la dépression. Donc, ça peut être assez grave finalement, et on peut lutter contre ça. Pour faire simple, pour expliquer la procrastination, on sait qu'il y a trois mécanismes. Il y a un, cette difficulté à se projeter dans l'avenir. 2, la peur, la gestion de la peur et de ce que ça représente, la peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur d'une notion de honte, j'ai fait un mauvais investissement par exemple, et 3, le fait de se mettre la pression, une exigence très forte, un côté, il faut absolument que ça marche dès le début, que j'ai de gros résultats, de grosses performances. Du coup, bah, c'est un peu démotivant parce que quand on essaye de le faire, bah, on est un peu loin et du coup, on a l'impression qu'on va pas y arriver et là, tout ça, ça nous maintient dans quelque chose de très négatif et la procrastination, c'est vraiment j'ai envie de le faire, je sais que ne pas le faire est négatif et pour autant, je suis quand même bloqué. Donc ça crée de la souffrance, hein, chez les personnes. Donc c'est pour ça que ça doit être accompagné, ça doit être pris au sérieux. Sur la distorsion, temporelle, il y a une étude super intéressante qui a été faite sur le comportement de retraite justement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un logiciel de vieillissement. Donc en gros, ils ont pris toi, moi, ils ont fait une visage de nous vieillis et ils nous ont mis face à notre avatar plus vieux. Et les chercheurs, dit aux personnes: «Voilà, vous plus vieux et voilà ce qui se passe si vous faites les bons choix, les bons investissements pour la retraite ou pas». Et du coup, ça crée un lien direct et ça envoie direct le signal dans le présent de: «En prenant finalement des bonnes décisions pour ma retraite, je prends directement soin du futur moi». Et ça nous renvoie dans le présent, ça casse la distorsion et ça aide à avoir moins de procrastination sur des comportements d'investissement et de retraite. Donc cette étude, elle est super pour montrer qu'en travaillant cette projection, en revenant dans le présent, en disant que concrètement, je fais déjà dans le présent quelque chose de bien et je prends soin de ce que je vais être dans mon futur, ça aide. Après, il y a la peur. La peur, comme j'ai dit, il y a plein de mécanismes de peur et notamment liés au social. Donc, il faudra qu'on parle un peu plus du lien entre l'argent, le social, sa valeur, pour mieux comprendre ces mécanismes de peur. Et c'est un peu pareil pour la volonté d'être parfait et ça, c'est un lien aussi des réseaux sociaux, de tout ce que ça peut créer, voilà, c'est important parce que ça peut vraiment avoir un impact très, très, très négatif sur, bah, l'estime de soi, donc sur la confiance. Donc on a moins confiance, on prend moins de risques et donc là, on a plus peur et c'est plus complexe, quoi. Alors la procrastination, clairement dans l'investissement, je peux t'assurer que c'est très présent. En tout cas, nous on a fait un sondage, sur, nos abonnés et personne sur 2 qui regarde nos vidéos, ne n'est pas passé à l'action, n'a pas encore investi et pour l'instant n'a qu'un compte courant ou, un livret A ou des placements, classiques, on va dire, à épargne, traditionnelle. Donc clairement, les gens regardent, les gens ont envie d'investir, les gens se forment et cetera, mais une personne sur 2 encore ne passe pas à l'action, donc c'est quand même assez, assez important. Ouais. Donc
Clairement, la procrastination, c'est un sujet, très important sur l'argent. Donc tu parlais justement maintenant du rapport, à l'argent en fonction de nos amis, en fonction de notre entourage, social, en fonction aussi des réseaux sociaux. Déjà, j'aimerais savoir d'où vient notre rapport à l'argent? Est-ce que, c'est, surtout hérité de notre famille? Est-ce que c'est hérité de nous-mêmes? Comment se forme ce rapport à l'argent? Parce que également, j'ai l'impression, en France, par exemple, on a un rapport à l'argent qui est très particulier, qui est en tout cas très différent de ce qu'on peut connaître aux États-Unis, par exemple. Donc tout ça, voilà, est-ce que c'est l'héritage de notre société, de notre famille? Comment ça fonctionne? Effectivement, il y a plein de choses à en dire là-dessus, parce que l'argent, c'est avant tout quelque chose qui est social. Ça nous connecte les uns les autres. Il y a une notion de confiance dans, le principe d'argent. Donc ça nous renvoie vraiment à, le rapport aux autres et on sait, que les enfants, par exemple, entre 6 et 10 ans, ils ont déjà compris le rôle symbolique de l'argent. Ils ont déjà une vision de ce que c'est l'argent, de ce que ça représente, qui est transmis notamment, c'est Alfred Bandura qui parlait beaucoup de ça, de ce qu'on appelle l'apprentissage vicarien. Donc le fait d'apprendre par, observation. Je regarde l'autre, je vois le comportement de l'autre. Si je vois mes parents qui sont stressés sur des factures, qui vont dire, «L'argent pousse pas dans les arbres», donc il y a un côté l'argent, il y a un côté anxiogène. Si à l'inverse, je vois les gens se faire plaisir avec l'argent, voilà, donc je vais comprendre ça, je vais intérioriser ça, je vais avoir des croyances par rapport à l'argent. Entre 6 et 10 ans, du coup? Ouais, 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 d'accord. entre 6 et 10 ans et elles vont avoir tendance à se, cristalliser, donc à se renforcer vers l'adolescence et l'adolescence, on a vraiment quelque chose qui se, consolide et qui est lié à notre cadre de référence, donc les gens qui sont autour de nous, qui jouent beaucoup dans la façon dont on perçoit l'argent, bien sûr, dans notre valeur, dans notre rapport à l'argent et ça joue beaucoup parce que on a un truc dans nos sociétés où, ma capacité à avoir de l'argent, à gagner de l'argent, on va quasiment se définir un peu par ça et il y a ce côté, comparaison par rapport aux autres, où je me situe par rapport aux autres et du coup, il y a même des mécanismes, moi je le vois avec mes patients, la honte, la peur. La peur de décevoir, de pas avoir d'argent, la honte de pas gagner assez d'argent ou de pas assumer ce rôle-là, l'envie de gagner de l'argent pour justement aller chercher, une forme de reconnaissance ou d'approbation et ça, encore une fois, ça met des enjeux qui sont irrationnels et ça augmente, on a dit la peur de perdre, c'est en lien avec sa valeur, donc avec sa confiance en soi, donc ça met un rapport à l'argent qui est plus du tout, maîtrisé, rationnel et on n'a plus une vision de l'argent qui devient un moyen. Là, l'argent devient une finalité en soi, on se pose même plus la question, du coup, on est obsédé, on est bloqué là-dessus, et là, on voit vraiment qu'il y a des mécanismes très forts, qui doivent être un petit peu accompagnés du coup, mais comme je vous dis, c'est exacerbé en ce moment effectivement par les réseaux sociaux, quoi. En tout cas, c'est très intéressant pour tous les parents, qui nous écoutent. Entre 6 et 10 ans, donc déjà dès 6 ans finalement, eh bien, on peut commencer à, parler d'argent avec, notre enfant, construire en fait son rapport à l'argent. Alors peut-être pas tout de suite, l'éducation financière et lui apprendre ce que c'est qu'un ETF, mais ça commence dès très jeune en fait. Ouais, ça commence très jeune et une des pour moi, une des erreurs, c'est de ne pas vouloir en parler, d'en faire un sujet justement tabou, de les protéger parce qu'en fait, ils le voient, ils en ont conscience, ils vont nous accompagner à la boulangerie, ils vont voir qu'il y a un échange, ils vont comprendre intuitivement. Donc il vaut mieux en parler justement, il vaut mieux essayer de leur donner un rapport avec l'argent, qui peut être un petit peu plus sain justement pour qu'ils se déconnectent de cette perception de leur valeur justement, de cette comparaison par rapport aux autres et là, du coup, c'est un truc assez important. Sinon, derrière, ça peut générer, je pense, beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Enfin, moi, je le vois souvent avec mes patients, ouais. Mmh. Et le fait que ça soit tabou en France d'ailleurs, moi je le vois vraiment comme un frein, Mmh. pour les finances des Français, les finances de tout le monde finalement parce que, déjà quand tu parles pas d'argent, beh, Mmh. tu connais pas les bons conseils de tes amis, de tes voisins et cetera. Quand tu parles pas d'argent, tu sais pas combien tes collègues gagnent et tu sais pas si tu peux demander une négociation sur ton salaire et une augmentation. Tu sais pas en fait si tu es mal payé, ou si tu es bien payé, si tu es dans la moyenne et cetera. Alors c'est en train de changer, il y a une loi où ils doivent, montrer donc enfin ils doivent dire à tout le monde la moyenne, de salaire sur ce poste et cetera. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est clair que, beh, par exemple, on prend l'opposé, c'est les États-Unis où, bah, tout le monde va parler d'argent, tout le monde va parler d'éducation financière, tout le monde aujourd'hui connaît, les ETF aux États-Unis, la bourse et cetera et forcément ça tire tout le monde un petit peu vers le haut, en tout cas sur ça. Alors il peut y avoir des dérives évidemment, on peut ne pas aimer le modèle américain ou la mentalité américaine, mais pour nous, Français, beh, je trouve que ça joue contre nous. Je sais pas ce que tu en penses? Oui, alors c'est sûr que ça aide pas. Alors la différence de culture, c'est un sujet qui est, très vaste et qui mobilise d'autres expertises que la mienne au niveau historique, au niveau sociologique et c'est un sujet passionnant.
Moi, en tant que psychologue, je peux donner mon ressenti. Il y a pas énormément d'études qui s'intéressent sur les différents psychologiques, mais le ressenti que j'ai, c'est qu'on a une mentalité différente avec des systèmes différents, qui amènent à un rapport, à l'argent qui va cristalliser beaucoup de choses. En fait, si je te donne un exemple, imaginons que c'est comme si là, demain, tu organises une soirée avec tes amis, un barbecue par exemple, et tu invites 10 amis. Bah, en France, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire: «Bah, les gars, tout le monde va mettre 20 € et avec, le panier commun, donc 200 €, on va acheter des trucs, on va manger ensemble». Et l'idée, c'est que si toi, 20 € c'est beaucoup pour toi, tu seras plus regardant sur ce qui va être acheté et tu vas avoir du mal à accepter que ton pote qui est millionnaire, il a mis que 20 €. Et ça peut avoir l'impression qu'il y a une tricherie. Moi, j'ai participé plus parce que ça m'a demandé plus d'efforts, donc il y a une tension assez forte et dans la même famille. Bu d'alcool, Ouais, il a bu plus, c'est etc. exactement. Il y a toujours des Voilà. frustrations, des crispations. Exactement, et on le voit dans la famille quand il y en a un qui, devient riche alors que la famille n'est pas de base, ça peut créer des tensions parce qu'il y a un côté où la famille doit être solidaire. En France, on a ce modèle solidaire, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un modèle qui est sur la solidarité. Là où aux États-Unis, par exemple, c'est caricatural, mais en gros, ça serait plus: «Les gars, je fais une soirée, venez avec ce que vous voulez. Ouais, j'ai prévu le truc, chacun ramène ce qu'il a envie», et du coup, comme tu ramènes tes trucs, c'est pas en lien. Toi, tu vas ramener tes cacahuètes, l'autre il ramène son caviar et puis voilà, et chacun est responsable un peu de lui. Mmh. Chacun est responsable de son truc. Donc du coup, bah, et en plus, on te dit: «Bah, voilà, écoute, à toi de t'aider, à toi de faire ça». Donc c'est un modèle différent. Quand on met en avant la solidarité, qu'il y a une attente de solidarité, on peut avoir l'impression, moi c'est comme ça que je le perçois en tant que psychologue, toi c'est une hypothèse, mais un côté un peu, c'est comme s'ils avaient triché quoi. Comme si les riches avaient triché, ils participaient pas assez, il y a une forme de tension, il y a une demande d'attente de plus, et du coup, bah, il y a toujours une forme de pression par rapport à ça, ce qui fait que c'est difficile d'en parler, que les gens ont du mal à le voir, parce qu'il y a un truc de: «Moi je participe beaucoup, ça représente beaucoup pour moi», et ça peut créer ce tabou-là qui fait qu'on n'en parle pas, qu'on le voit un peu négativement, je pense. Ouais, clairement. Surtout, ça peut, freiner des gens à, partir en vacances parce qu'ils avec un groupe d'amis, imaginons, parce qu'ils savent que ça va les frustrer, Ouais. ça, ils vont pas être bien, ça, ils vont regarder pendant la soirée que leur pizza qui est en train d'être dévorée alors qu'ils ont mis, leur économie dedans ou autre. Ça, c'est des sujets clairement, Ah bah, ça crée des tensions entre les couples, dans les familles. Enfin, moi, je vois les quand on couples n'a ça pas fait, ouais, le même revenu, quand on a des décalages, comment on en parle, comment on se met, est-ce qu'on fait 50-50 alors qu'on n'a pas les mêmes revenus? mmh. Voilà, et comment on parle d'argent, de projets communs, de projets de vie communs, d'investissements communs, du coup. Et ça, c'est vrai que moi, je le vois, hein, dans des patients. Des fois, ça peut être des vrais, sujets, de crispation, de tension par rapport à cette notion de valeur, avec un truc paradoxal, hein. J'ai par exemple, je gagne moins, mais j'ai envie de participer autant, alors que celui qui gagne plus, des fois, il dit: «Ben non, mais c'est bête», qu'il y a une distance avec l'argent. Des fois, l'inverse de: «Putain, il gagne plus, il participe pas autant», et en fait, on a du mal à se parler, et encore une fois, à prendre de la distance entre l'argent, finalement, qui est un moyen et pas une finalité. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais être riche, ça définit rien. Ça définit pas qui on est, c'est un fait. C'est un fait. Tu as de l'argent, tu l'as ou tu l'as pas. Ça définit pas des personnes, des personnalités. Parce que, voilà, je crois que c'est une question justement, est-ce que ça change la personnalité? Les études montrent que non. Donc qu'avoir de l'argent, ça peut changer des comportements dans des cas très précis, mais ça ne change pas la personnalité, ça définit pas quelqu'un. Et donc ça, c'est important de s'éloigner. Mais ça, encore une fois, c'est le vecteur social qui entraîne beaucoup de comportements et puis irrationnels chez les personnes, et qui font que l'argent conditionne beaucoup de choses et il n'est plus finalement, ce qui doit être, c'est-à-dire un moyen, et après à toi de voir ce que tu en fais. Ouais, exactement. Alors dans les couples, c'est sûr que c'est extrêmement vrai puisque, je crois que c'est la raison numéro 2 hein, de séparation des couples, de divorce notamment. La raison numéro 1 étant, que les 2 personnes ne s'entendent plus et donc la raison numéro 2 c'est l'argent. Problématique autour de l'argent, mauvaise communication autour de l'argent, frustration, crispation et cetera. Je voulais qu'on revienne un peu aussi sur les réseaux sociaux, à l'ère où, effectivement sur les réseaux sociaux, on peut rapidement voir des gens qui, mettent en avant leur fortune, ou leur, pseudo-fortune, hein, des fois des villas ou des voitures de luxe louées, qui vont mettre en avant la richesse rapide et cetera. Il y a toute une jeunesse aussi qui, veut absolument être riche rapidement, qui vont se tourner plus vers des cryptoactifs typiquement, donc du bitcoin et cetera pour devenir riche rapidement parce que, investir sur 40 ans sur des ETF long terme et cetera, ça leur parle pas du tout Ouais. et qui vont tomber sur ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. Mais finalement, il n'y a pas que, ces jeunes-là, il y a aussi finalement tout le monde. En fait, on va naturellement en fait vouloir se comparer, Mmh. vouloir, se dire: «Bon ben, il a telle vie, il a tel niveau de fortune, tel niveau de richesse, il gagne tant d'argent, ça se voit, il a des voitures et cetera». Ça peut créer, je pense des peurs, des frustrations, ça peut encore plus, catalyser je pense nos biais cognitifs. Comment tu vois toi aujourd'hui les réseaux sociaux? Quels sont tes conseils vis-à-vis de ça? Alors déjà, il faut comprendre que de base, l'humain, il a un mécanisme de comparaison sociale qui est très fort. L'humain de base, chasseur-cueilleur, on en a un peu parlé, on était en tribu et il fallait qu'on comprenne notre place dans la tribu.
Donc il fallait que je me compare un peu aux autres, que je comprenne ma place, mon rôle et cetera et donc ça, je le fais tout le temps. Le problème des réseaux sociaux, c'est que je vais le faire avec quelque chose d'une information qui est biaisée. Comme tu l'as dit, c'est un peu déformé, on met en avant une certaine réalité dans des fois des buts un peu malveillants, hein, de vendre, voire même d'arnaquer et du coup, bah, quand on est un peu fragile dans son estime de soi, qu'on va se construire par rapport au regard des autres et à la positionnement par rapport aux autres, donc les jeunes, les ados, bah, effectivement, on peut facilement se faire avoir. On le sait, il y a des études qui le montrent, plus les jeunes consomment des réseaux sociaux, plus ça va avoir tendance à détruire leur estime d'eux-mêmes. Et donc ça va être assez compliqué. Et là, ils vont aller chercher une estime d'eux à travers justement le fait de gagner de l'argent. C'est pourquoi ils veulent en gagner rapidement, c'est pourquoi ils peuvent être sensibles à ces arnaques parce que ça répond à leurs besoins. Ils ont ce besoin de se créer une estime, une valorisation, une reconnaissance. Le fait de gagner de l'argent va faire que je vais être aimé. Sauf que non, tu seras peut-être populaire mais pas aimé, c'est pas la même chose. Et ta valeur ne doit pas se définir là-dessus. Parce que là, du coup, l'argent devient un peu ton maître, c'est lui qui guide ce que tu fais. Et tu es plus en train de te dire à quoi il me sert. À quoi me sert l'argent? Alors que l'argent, encore une fois, moi j'aime bien cette phrase, c'est un excellent serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Et c'est là où il faut se dire à quoi me sert mon argent? Avant de demander comment je veux en gagner, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Et ça définit justement des plans, je pense. Et là, c'est important de comprendre que ces réseaux sociaux, il y a des mécanismes d'arnaque, de biais, on peut en parler un peu plus, on peut tous se faire avoir plus ou moins, et il faut essayer justement de prendre ce recul. Pour donner un exemple, à quel point ça peut nous influencer, on pose souvent la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est une question qui revient très souvent, à quel point on est riche, voilà. Et ça a été étudié. Ça a été étudié, c'est super intéressant, donc c'est contexte, nord-américain, donc plutôt anglo-saxon, mais on peut transposer. Ils se sont rendus compte qu'en gros, il y a une sorte de satiété qui est autour à peu près de 5 000 $ par mois. Ce qui veut dire que, J'avais entendu 70 000 par an, mais ouais, voilà, c'est ça, ça augmente avec l'inflation. Il y a un chiffre qui est entre 60 000 et 100 000 selon les études et en gros, on est à peu près là-dessus et l'idée, c'est de dire que à ce niveau-là, gagner plus ne te rendra pas plus heureux. Donc évidemment, il y a une hétérogénéité, il y a des gens, ça va être le cas, mais globalement, non. C'est-à-dire que tu as assumé, tu as besoin de sécurité, tu peux avoir un peu de liberté, un peu de confort, tu peux te payer des expériences, et le plus d'argent que tu as, bah, ça va pas te rendre plus heureux. Et moi, je le vois, ça m'est arrivé de faire du recrutement. Et quand j'ai des candidats en face de moi qui ont un certain salaire, qui vont avoir 2 000, 3 000 euros, parce qu'en France, c'est environ 2 500, 3 000 euros. Quand ils ont ce salaire-là, les questions qu'ils me posent quand je fais l'offre d'emploi, le recrutement, c'est pas le salaire, c'est les conditions de travail, c'est le confort qu'ils vont avoir, c'est le périmètre de leur job. Parce que même si je leur dis ils sont payés 500 € plus par mois, ils vont me dire ok, mais c'est quoi les conditions? Ok, c'est quoi que je perds pour 500 € plus? Ils vont être beaucoup plus regardants, ça suffira pas, c'est pas le seul vecteur. Et ça a été clairement montré. Donc c'est là où il faut se dire que non, l'argent, on en a besoin un minimum parce que la précarité, oui, ça va être compliqué d'être bien, ça c'est clair. Mais la question, c'est de se dire qu'est-ce que je fais? À quoi me sert mon argent? Voilà. Quoi me sert mon argent? Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Et ça, il faut vraiment, je pense, se poser ces questions-là avant de dire je veux en gagner à tout prix, je veux en avoir à tout prix, je veux en avoir un maximum. Et là, c'est une bonne question du coup pour se dire que l'argent fait le bonheur de manière assez limitée finalement. ouais, évidemment. Alors, c'est sûr que ça dépend quand même de ta situation. C'est-à-dire que 3 000 € si tu es célibataire en province, eh bien, ça va. Mmh. Mais si tu as 3 enfants à charge, et cetera, donc ouais, tout dépend évidemment de ta situation. C'est une moyenne, Mais bien si sûr. c'est la moyenne. Et il y a des études qui ont montré, c'est super intéressant, que ce qui pouvait avoir un réel impact, c'est la comparaison par rapport aux autres. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu gagnes 3 000 € par mois, donc c'est bien, on l'a dit, ça suffit, satiété, mais que autour de toi, tu as des gens qui gagnent plus, ça va vraiment pouvoir créer une frustration et tu vas vraiment pouvoir te sentir mal parce que tu as l'impression que ce que tu gagnes, c'est pas bien. Mmh. Voilà. Là où l'inverse est aussi vrai. Si tu gagnes 3 000 et que les gens gagnent moins, bah, tu vas avoir une satisfaction. Donc ce mécanisme de comparaison, il peut avoir une influence qui dépasse le besoin rationnel d'argent par rapport à la sécurité, à la satiété émotionnelle, à ce que tu peux en faire, qui va vraiment être prépondérant. D'où, encore une fois, ces jeunes qui veulent gagner de l'argent sans même se demander qu'est-ce qu'ils veulent en faire derrière, au point où des fois, ils peuvent, encore une fois, tomber dans des arnaques, quoi. Ouais, évidemment. Alors moi, ça me fait penser un peu à la pyramide de Maslow. Mmh. C'est-à-dire que, forcément, quand tu gagnes, 3 000 € par mois, tu as, rempli les premiers étages de la pyramide, donc qui est, la sécurité, juste manger, Mmh. dormir, avoir un logement décent et Mmh. cetera. Et après, en fait, pour monter les étages dans la pyramide de Maslow, qui est un petit peu la pyramide de, bah, pour être le plus épanoui possible, Mmh. ça va être, le lien social. Mmh. Ça, c'est pas forcément achetable. Alors, il y a le côté, il faut, réussir à appartenir à un groupe. Donc, oui, comme tu disais, hein, si tu as que autour de toi des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que toi, tu peux te sentir un petit peu rejeté peut-être du groupe. Mais, ça, on va dire que c'est pas, ça, c'est relativement, c'est pas dans l'absolu comment tu gagnes. Et après, ça va être, on va dire, de l'épanouissement personnel, ça va être des moments de vie, de famille et cetera qui, voilà, on va dire les moments les plus précieux, ça s'achète pas. C'est un petit peu pour ça, je pense que, l'étude montre effectivement qu'au-delà d'un certain niveau, beh, en fait, plus tu gagnes d'argent et plus ton bonheur, en fait, n'augmente qu'à la marge ou C'est ça. n'augmente pas. Exactement. Bah, tu sais, c'est
Quand je disais, donc l'argent, c'est un excellent serviteur, un mauvais maître, l'argent, il peut servir à quoi? Concrètement, l'argent, il peut servir évidemment à la sécurité. Donc la sécurité au niveau concret, la sécurité donc matérielle, voilà, avoir un bon logement, les besoins primaires. Il peut servir à une notion de liberté, mais là, on peut en parler un peu plus. Parce que par exemple, la liberté, je sais pas si tu connais cette histoire, sur le pêcheur mexicain? Ça, j'ai entendu parler, c'est assez marrant. Il y a un mec qui est en train de pêcher donc au Mexique et voilà, il est tranquille et il y a un businessman américain qui vient le voir et qui lui dit: «Bah, qu'est-ce que tu fais là et tout, tu sais que tu pourrais faire plus d'argent, en recrutant des gens et cetera machin et puis si tu faisais ça, tu pourrais, montrer une grosse multinationale et tu pourrais être riche, après tu irais à la retraite et tout machin» et là, le pêcheur mexicain, il lui répond: «OK, et une fois que j'ai fait ça, je ferai quoi?» «Bah, tu pourrais, pêcher tranquillement», voilà. Du coup, il revient au fait que et moi, c'est une question que j'aime bien poser aux gens, des fois dans mes patients quand ils ont des peurs comme ça, je leur dis: «OK, imaginons que demain, tu gagnes 1 milliard d'euros. Bah, tu gagnes 1 milliard d'euros. Tu peux même te poser la question, vous pouvez vous poser cette question. Tu gagnes 1 milliard d'euros. Ça fait 2 ans, tu as déjà acheté tout ce que tu voulais acheter. Tu as déjà fait tout ce que tu voulais faire. Comment t'occupes tes journées? C'est quoi que tu fais de tes journées concrètement? Et tu verras que non, tu vas pas rien faire. On n'est pas fait pour ça. Tu vas aller vers tes passions. Tu vas aller vers ce que tu aimes. Tu vas te mettre à faire de la photo, à faire de la poterie, à faire ce que tu veux. Et tu vas avoir besoin justement de remplir ta vie parce que tu te seras habitué à ce confort, tu te seras habitué à ces dépenses, tu auras déjà fait tout ça, tu seras passé la phase un peu d'euphorie sur l'argent. Et en fait, tu vas remplir ta vie de trucs qui justement sont pas forcément liés à ça, des choses qui reviennent simples. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des milliardaires qui continuent à être actifs, quoi. Continuent à être actifs, continuent à faire des choses parce qu'on a besoin d'être utile, que ce soit par une fondation, pour aider les gens, pour faire quelque chose. On a besoin d'être productif, on a besoin de faire des choses et des fois on se déconnecte de ça. Donc ça peut être intéressant justement de se reposer cette question pour revenir sur qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour nous, quoi. Voilà, sur le confort, la sécurité, la liberté, sur les expériences qu'on a envie de vivre et est-ce que ces expériences ont réellement besoin de beaucoup d'argent? On a tous apprécié des moments de vie sans qu'il y ait beaucoup d'argent et des fois dépenser de l'argent, on n'a pas forcément tant apprécié les choses, quoi. Si ça te va, maintenant, on va passer aux questions des abonnés. Alors, on a reçu pas mal de questions des gens. Et justement, on revient un peu sur le 3 000 euros par mois, qui est un petit peu le revenu qu'il faudrait avoir enfin, suffisant pour que on soit assez heureux ou en Une tout forme de cas satiété en voilà, tout cas, ouais. une certaine satiété. Et au-delà de ça, en fait, on n'aurait pas forcément besoin, en tout cas pour notre bonheur. Ouais, ça remplirait moins des fonctions de bonheur hédoniste, effectivement. Exactement. Pour autant, moi j'ai l'impression aujourd'hui quand même que une des plus grandes préoccupations des Français, c'est la retraite. Pour mettre de côté pour la retraite, eh bien, on aurait besoin de peut-être 3 000 euros par mois peut-être pour vivre, Mmh. mais plus eh bien, pour préparer sa retraite et ne pas se reposer uniquement sur la retraite que nous donnerait l'État et qui pourrait ne jamais voir le jour ou en tout cas avoir l'âge de retraite bien repoussé ou les revenus à la retraite bien diminués. C'était d'ailleurs une question: comment ne pas devenir obsédé par le fait d'accumuler de l'argent pour la retraite? Question de Deboland. Ouais. Bah, je pense effectivement que cette obsession, pour moi, elle est liée à de la peur parce que justement, le fait, de mettre en place des méthodologies, de mettre en place des automatismes, d'avoir une bonne réflexion, on a une réflexion algorithmique comme on l'a dit pour sortir de ces biais. Une fois qu'on a un bon plan, on peut faire des prévisionnels qui sont plutôt rationnels et c'est plus ton métier que le mien. Je pense que du coup, on peut se reposer dessus. On peut faire confiance au processus, au protocole qu'on a mis en place et encore une fois, c'est venir sortir effectivement de, cette vision, trop, de valeur, on va dire de soi, de son estime par rapport à l'argent, qui va exacerber les peurs et faire qu'on va penser qu'à l'argent tout le temps. Donc là, l'argent devient notre maître, il cadre nos vies, il cadre nos décisions. On en oublie de vivre. On peut culpabiliser, par exemple, de faire des dépenses au lieu de les mettre dans la retraite ou quoi que ce soit. Là où pour moi, bah, justement, il faut clarifier les choses. On clarifie un montant qu'on peut se permettre de mettre, pour la retraite justement. On sait, on a déjà des outils très performants, j'imagine, pour calculer ce que ça donnera à la fin. On peut à peu près savoir ce qui va se passer et après justement, une fois qu'on l'a mis de côté, on peut revenir à quelque chose du coup de plus, rationnel, quoi. Donc finalement, on fait confiance à la méthode, au processus d'investissement en automatisant un max. Tout à l'heure, on l'a déjà dit. Et ça, finalement, on l'écarte de nos revenus. On fait, voilà, ça, c'est pour notre retraite. Et aussi, on l'écarte de notre pensée, de notre charge mentale et donc de nos Exactement. peurs. C'est là où il faut revenir, comme je disais, sur à quoi sert l'argent concrètement, définir ce qu'on a vraiment besoin pour avoir un confort de vie justement. Est-ce que c'est 3 000 ou pas? C'est une moyenne, hein, bien sûr, ça dépend de chaque personne, de chaque situation de vie. Voilà, je définis ce que j'ai besoin pour ma sécurité, ce que j'ai besoin pour des expériences, du confort, de la liberté et du coup, bah, effectivement, ce que je peux me permettre d'enlever sans que ça ait trop d'impact et effectivement, c'est comme si ça n'existait plus. En sachant du coup qu'une fois que c'est automatisé, une fois qu'on l'a mis en place, bah, du coup, on peut revenir à une gestion de présent, sans être trop influencé à chaque prise de décision par ces fameux biais. Alors, on a une autre question de Colbert. Est-ce que l'argent nous désensibilise
de la relation qu'on a à l'humain et ça fait référence d'ailleurs à une autre question de Proxima 4878. L'argent change-t-il notre personnalité? Alors, j'ai déjà évoqué ça, en fait, l'argent peut effectivement changer nos comportements. Effectivement, des études montrent que, quand on est dans une volonté de gagner de l'argent, avec une volonté vraiment matérialiste, consumériste, donc quand le but final de l'argent, c'est vraiment d'acheter du matériel, d'avoir quelque chose de vraiment, là, effectivement, on peut temporairement avoir des comportements qui sont antisociaux, donc contre les autres, pour être égoïste et gagner de l'argent. Par contre, le fait d'avoir de l'argent, la quantité d'argent qu'on a, ne change pas à long terme notre personnalité, du moins de ce que l'on pense savoir aujourd'hui. Très clair. Alors on a d'autres questions de Anonyme XXX. Pourquoi j'ai autant peur de manquer d'argent? C'est un petit peu la même question chez Pierry. Pourquoi je n'accepte pas la perte et je veux toujours gagner plus? Finalement, je pense que c'est bien résumé par la dernière question. Comment puis-je cultiver un sentiment de sécurité financière indépendamment du montant que je possède? Ouais, bah, là, on est vraiment sur la péniaphobie, donc la peur d'être pauvre, hein, la peur de manquer, de perdre. Donc on a parlé de l'aversion à la perte, donc la douleur que ça peut générer. J'ai parlé de sentiments peut-être de honte ou d'isolement, donc on va s'associer à la valeur. Si je perds de l'argent, si j'ai plus de valeur finalement, si je suis isolé, rejeté. Donc là, ça fait que ça cristallise beaucoup trop d'enjeux pour qu'on soit rationnel sur l'argent. Donc c'est là où pour moi, il y a une notion d'estime, de valeur, pour définir soit son montant de cette satiété qu'on a besoin, sur ses besoins primaires, sachant qu'il faut pas mettre dans les besoins primaires la sécurité affective. Là, ça devient une erreur et du coup, effectivement, on se bloque totalement dedans. Donc pour moi, pour ne pas être obsédé, pour ne pas avoir cette peur-là, retrouver un lien rationnel, une liberté, une sécurité, il faut la trouver finalement dans sa valeur, dans son estime de soi, dans son rapport aux autres. Voilà. Faut oublier que le besoin primaire qu'on a aussi, c'est le besoin affectif. Et évidemment, heureusement, qu'on peut avoir des liens affectifs satisfaisants sans forcément avoir beaucoup d'argent. Oui, heureusement, donc ça fait partie des choses qu'on n'achète pas, on en parlait tout à l'heure dans la pyramide de Maslow. Autre question de Mardin, comment peut-on se pardonner quand on perd de l'argent ou quand on rate une opportunité d'en gagner? Bah, effectivement, là, ça fait le lien avec ce qu'on a évoqué, la procrastination, où des fois on se met une pression. On a envie d'être parfait, de prendre des bonnes décisions et on le voit justement sur les réseaux sociaux, les gens qui réussissent facilement, rapidement. Et ça, bah, ça nous met encore plus la peur d'échouer, la peur de perdre. Du coup, on va être dur, on peut se flageller, se culpabiliser, et ce qui va encore plus nous faire procrastiner. Ça va augmenter la peur. Pour moi, c'est important de rappeler que même les traders professionnels, et tu peux peut-être le confirmer, mais bah, des fois, ils perdent, quoi. Des fois, ils ratent et c'est normal. L'investissement, il y a un risque, mais ils le font sur un grand nombre et sur un grand nombre, au final, ils retombent sur leur investissement et ça se passe bien. Et vraiment, c'est là où, non, on peut pas être parfait. Le but, c'est d'essayer, c'est d'avancer, de faire confiance au processus, justement. Voilà. Et de se dire on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper. C'est pas parce qu'on perd, même les champions ratent, ils deviennent pas nuls, quoi. Donc, c'est pas grave. Et ils ont tous à un moment donné raté. Donc, pour moi, c'est là où il faut se dire, j'ai eu le mérite d'essayer, j'ai eu le mérite d'y aller, j'ai eu le mérite de dépasser ma peur, alors que c'est dur, donc d'être courageux parce que j'avais envie de gagner et que c'est plus je le fais, plus j'aurai de chances d'avoir de bons résultats et d'avoir de bons gains. Il y a aucun investisseur, j'imagine, qui investit qu'une fois, ça n'existe pas. Voilà. Voilà. Bah, alors le problème avec l'argent, perdre de l'argent, c'est complètement OK, parce que en fait, c'est des apprentissages, c'est des leçons et cetera. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est la ruine. C'est prendre une décision complètement irrationnelle où on va miser l'ensemble de son patrimoine et s'endetter, sur toute une vie. Ouais. Bon là, ça serait vraiment la catastrophe, Non, donc évidemment. tout à fait. C'est pour ça que pour moi, il faut justement peut-être là, encore une fois, être rationnel dans ses décisions d'investissement et se définir un montant qu'on peut se permettre du coup de perdre, parce que tout investissement comporte des risques. Donc, il faut se dire, voilà, ça, je peux me permettre de prendre le risque de le perdre, sachant que après, bah, il y a des investissements plus ou moins risqués, ça tu le sais mieux que moi. Et après, on peut mettre en place des stratégies de diversification ou autres pour limiter et pour justement se permettre d'avoir cette marge d'apprentissage. En tout cas, il faut garder en tête que pour apprendre, il faut faire des erreurs. Si on est accompagné, on limite ça et c'est l'intérêt justement de l'accompagnement et on va en parler un peu plus. Mais pour moi, c'est important de s'autoriser à prendre des risques. Si on prend pas de risques, on n'a pas de gain. Il faut s'autoriser à prendre des risques, il faut s'autoriser à faire des erreurs. Évidemment. Bon ça, après ça peut paraître évident, hein, de dire que bon, il faut pas prendre une décision qui te mettrait en banqueroute. Mais pourtant, c'est des choses qu'on voit. C'est des choses OK. qu'on peut voir, c'est des choses, des gens qui peuvent vraiment faire du levier sur des cryptos, des gens qui peuvent miser 90 de leur patrimoine sur des stratégies très risquées, des gens qui vont investir que sur, 3 à 4 actions parce qu'ils y croient dur comme fer au lieu de diversifier et cetera. Mais là, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ces comportements, pour moi, ils résonnent avec les biais qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du biais de confirmation, je fais trop confiance à ça, j'ai une envie de gain trop fort, donc de richesse trop rapide. Il y a même limite des mécaniques d'arnaque, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont tout perdu à cause de ça, effectivement aussi, quoi.
Alors, il y a une question sur l'argent et le couple. Est-ce que toi, tu accompagnes parfois des couples? Bien sûr. OK. Donc, beh, justement, mon conjoint a un vrai blocage. J'essaie de discuter d'argent avec lui, mais impossible, il se ferme. Comment faire pour lui faire comprendre que parler d'argent, ce ne doit pas être tabou? Alors, il y a une réponse de Betrayer, change de mec. C'était pas la réponse. Ouais, effectivement, ce serait dommage. C'est surtout si ça se passe bien entre vous. Là, bah, ouais, ça peut être des dynamiques un peu de conflit, dans le sens où l'argent, comme j'ai dit, peut cristalliser beaucoup de choses. On peut cristalliser, des émotions, on peut cristalliser sa valeur personnelle et du coup, ça peut être très compliqué, de pouvoir s'en parler. Beaucoup de gens se mettent beaucoup de pression et du coup, on est plus sur le fait que c'est un moyen finalement et qu'il faut prendre ce recul-là. Donc là, ça serait bien effectivement peut-être, de revenir sur à quoi sert l'argent. Voilà, par exemple, bah, là, ton conjoint, tu peux lui demander à quoi, nous sert l'argent. On peut demander, bah, imaginons si demain on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on occuperait notre vie? Donc, c'est quoi qui est le plus important pour nous? Revenir à des choses qui nous rassemblent, des choses qui nous rassemblent, qui fait qu'on est ensemble, qu'on est une équipe et là, se dire: «OK, l'argent, il va nous servir à ça, il va nous servir à vivre des choses», donc la sécurité, la liberté, comme on l'a dit. Donc c'est plutôt revenir sur ce qui fait qu'on est ensemble, ce qui crée une cohésion, plutôt que de créer un truc qui va nous séparer, nous diviser. Clairement, et puis c'est l'occasion de parler aussi de projets communs. Enfin, forcément, il y a un aspect financier dans l'achat d'une maison. Mmh. Forcément, il peut y avoir un aspect financier dans un mariage qui Mmh. peut coûter très cher. Dans faire des enfants, avoir des enfants, hein, sur l'éducation de ses enfants, enfin, de 0 à 20 ans, ça coûte à peu près 180 000 euros. Donc, c'est pas Ça rien. Et tout ça, il faut en discuter, hein, ouais. donc, ça, clairement, c'est très important. Ouais. Mais justement, c'est là où si on est d'accord sur ce projet commun, avoir des enfants, acheter une maison, et que ça nous rassemble, ce projet, le fait de vivre cette expérience-là, bah, l'argent devient un moyen de vivre ce projet commun. Et du coup, on est moins divisé parce qu'on a envie vraiment de vivre ce truc-là, de vivre cette expérience-là, d'avoir cette sécurité-là. C'est ça que je dis qu'il faut revenir à ce qui fait, bah, la cohésion, ce qui fait l'union du couple. Question que je me pose, qui n'est pas dans l'abonné du coup, mais il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui tombent encore dedans, malheureusement, hein. Comment on peut se protéger, se prémunir vis-à-vis des arnaques, notamment donc des arnaques financières, Ouais. qu'on peut trouver sur aujourd'hui plein de réseaux sociaux, un message privé sur une nouvelle opportunité crypto, etc. Il y en a 40 000 et je reçois des dizaines de messages toutes les semaines sur Mathieu, est-ce que ça c'est vraiment toi? Est-ce que ça c'est une arnaque, etc. Il y a des usurpations d'identité aussi. Ah ouais. Donc on se fait passer pour moi, on se fait passer pour plein d'autres gens, hein, pas que moi, des stars, des célébrités, des gens dans la finance, etc. Comment ne pas tomber dans ces pièges-là? Ce que l'on sait, c'est que l'arnaque, tout le monde peut se faire avoir. Ça utilise les fameux biais qu'on a évoqués. Il y a 3 mécanismes qu'on retrouve très présents dans les arnaques. Il y a l'idée que, il y a une notion de rareté, de valeur, un peu le plus c'est gros, plus ça passe, quoi. C'est l'élixir de vie, d'immortalité, tu vas devenir millionnaire en quelques mois. Enfin, il y a un truc vraiment énorme qui fait que c'est difficile de passer à côté. On a peur de perdre cette occasion-là. Le FOMO, ouais. Ouais. Peur de manquer d'opportunités. Exactement. Il y a une notion effectivement aussi, de rareté dans le sens où c'est toi spécifiquement, il y a peu de possibilités, il y a c'est pas pour tout le monde. Il y a un truc vraiment, ça a de la valeur, quoi. C'est vrai, un truc privilégié, Exactement. exclusif, Et etc. surtout le dernier qui est le plus fort, c'est la notion d'urgence. C'est toujours là, maintenant, l'urgence, il faut décider vite, faut et du coup ça nous rend irrationnels, ça active cette peur. Moi, je suis apaisant parce que je te propose cette solution-là et tout le monde peut se faire avoir. J'ai même, bah, par exemple, une consoeur, hein, consoeur à moi, donc psychologue, hein, qui était consciente, qui est consciente de ça, qui s'est fait avoir. Donc pareil, comme tu disais, un mec qui a créé avec l'IA un profil LinkedIn, qui a créé tout un site internet, qui a tout créé, donc il est allé loin dans son truc, hein, pour lui dire justement que pareil, c'était une crypto, il fallait juste mettre 50 € et après derrière, c'était un investissement sûr et cetera et cetera. Bon voilà, elle s'est fait avoir parce qu'évidemment, on peut tous se faire avoir là-dessus. Donc pour moi, la meilleure protection qu'il faut avoir, c'est de garder en tête qu'il y a pas d'urgence. Tu peux le confirmer dans l'investissement, les bons investissements, il y a jamais d'urgence. Faut jamais se presser. Comme je dis par rapport aux arnaques, il y a cause d'urgence, qu'il y a vraiment une vraie urgence. Donc là, tranquille, tu as le temps de te poser, tu as le temps de réfléchir et le mieux, c'est d'en parler avec d'autres gens pour justement avoir d'autres retours, d'autres personnes et il vaut mieux avoir l'air con que se faire arnaquer. Donc c'est pas grave, tu t'en parles avec d'autres gens, tu leur demandes leur avis, tu prends le temps, tu prends 3 jours, tu prends une semaine et ça aide souvent à faire retomber le truc. Pas prendre de décision hâtive, c'est vraiment la meilleure façon de se protéger de ça. Je rajoute 2 petits conseils, purement financiers. 10% par an garantie, ça n'existe pas, c'est toujours avec du risque. Et également, quand on vous parle de performance mensuelle, là, méfiez-vous, on parle beaucoup plus de performances annuelles. Et évidemment, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Investir comporte des risques. Une autre question d'un abonné, Gigbert. Comment rester rationnel face aux informations contradictoires ou aux rumeurs? Je rajouterais même
face aux news, même ce que disent les médias, et cetera, parce qu'ils vont jouer, justement sur l'urgence, la peur, sur, le crack à venir qui ne vient finalement pas cette année, et cetera. Tout à fait, ouais. Bah, là, justement, effectivement, on n'est pas rationnel. Je pense que je l'ai bien dit avec tous les biais, toutes les émotions, tout ce qui nous influence, le social. Donc, il faut à tout prix se reposer sur une méthodologie externe à nous. Donc, c'est le principe de la science, le principe de mettre en place des protocoles, justement. Dans les mécanismes de sécurité, on sait qu'on met en place des protocoles parce que quand on est justement face au danger, à l'urgence, on peut réagir mal. Donc, il va falloir construire une méthodologie, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qui a une vision la plus objective possible. Voilà, et qui peut être éprouvé. La méthode scientifique a fait ses preuves et donc on peut construire quelque chose. C'est un peu ce que tu fais, c'est aussi un peu ce que je fais. On va en parler un peu plus, mais se reposer sur une méthode scientifique, ça permet d'éviter justement de tomber trop dans des mauvais écueils, dans des biais, dans de la peur, de prendre des décisions hâtives, de se faire avoir, de se faire tromper et de prendre des décisions qu'on pourrait regretter malheureusement. Alors justement, tu parles de méthode scientifique. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaie de faire du point de vue financier. C'est-à-dire que moi, je crois absolument que, il faut pas, être dicté par nos biais et il y a plein de stratégies, qui sont complètement dictées par nos biais, qui ont été montrées, comme étant inefficaces, contre-productives, et cetera. Côté psychologie, comment tu fais toi, en tant que psychologue pour, utiliser la science, pour, aider, tes patients finalement à reprendre la maîtrise de leur argent? Par rapport au blocage du coup psychologique qu'on a évoqué, bah, par exemple, pour donner une idée, on va utiliser donc cette méthodologie pour justement sortir de ces biais, de ces erreurs. Un exemple concret, c'est le principe d'exposition de micro-actions. Ce qu'on appelle l'activation comportementale. On sait que quand on est bloqué dans la procrastination, on est bloqué dans des blocages, bah, le cerveau peut justement avoir du mal à passer à l'action, il peut avoir du mal et mettre en place plein de stratégies pour continuer à perpétuer cette inaction. Et on va essayer justement par des micro-actions, on va essayer justement de s'exposer pour venir casser cette inertie, casser le fait de pas bouger, casser le fait de rien faire, quoi. Et ça, on sait que, et la littérature l'a très bien démontré, ça a tendance à recréer un mouvement, recréer de l'action. Dans le cas de l'argent, par exemple, de la peur de perdre, de la peur de dépenser, bah, on va essayer de dire à la personne: «OK, maintenant on va en parler, elle comprend l'intérêt, elle sait qu'elle doit le faire. On va mettre en place avec elle des micro-actions, on va les visualiser, on va les mentaliser, on va en parler», parce qu'en parler, c'est déjà une action. L'imaginer, c'est déjà une action. Des actions tout simples, comme ouvrir un compte titre, comme dire qu'on va s'intéresser aux actions, comme dire qu'on va mettre 50 € par exemple, et on commence en fait. Et il faut accepter de commencer doucement, petit à petit, pour essayer de travailler là-dessus. Et ça peut aider sur la procrastination. Après, effectivement, il y a plein d'autres sujets qu'on a abordés, comme les peurs, les angoisses, comme le rapport au social qu'on a beaucoup abordé. Et là, justement, bah, c'est un vrai travail, hein. C'est un vrai travail et c'est difficile de simplifier tout ça, de donner des techniques qui marchaient pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai essayé, moi, justement, modestement, de créer un peu une méthode pour regrouper tout ce qui marche bien, pour s'affranchir, justement, de l'influence sociale. L'influence des autres, la comparaison aux autres, sur son estime de soi, toutes les choses qui peuvent nous créer de l'angoisse, de la peur, qui peuvent nous bloquer dans nos comportements. J'ai essayé de créer une méthode qui nous permet de créer une estime de soi, une valeur qui nous soit propre, qui nous permet d'avoir un rapport, du coup, plus sain aux autres et plus sain avec son argent, comme on l'a évoqué. Et du coup, pour pouvoir se permettre de prendre des risques, de revenir à quoi mon argent me sert, de pas y mettre sa valeur personnelle dedans, de pas être trop biaisé là-dedans. Voilà. Donc c'est cette méthode-là que j'ai essayé de faire et que j'ai essayé de créer et que je mets un peu à disposition de mes patients et de toute personne qui est désireuse de se libérer finalement de ces influences sociales sur elle. OK, très clair. Donc, finalement, un petit pas, une micro-action pour se mettre en mouvement. Exact. Très clair. On mettra d'ailleurs en description donc ton profil Doctolib si des gens veulent, consulter, liés à des blocages à l'argent ou autre. On mettra aussi en lien vers ta méthode, donc ta méthode Clear. Pour ceux que ça intéresse, on mettra ça en description. C'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Alors, tu es psychologue, mais tu es aussi investisseur? Tout à fait. Alors, en tant que psychologue ou en tant que psychologue investisseur, comme tu le souhaites, quel est ton secret d'investisseur? En tout cas, le dernier conseil, enfin le conseil que tu garderais pour les gens qui nous écoutent, qui veulent passer à l'action, veulent investir ou qui ont des blocages vis-à-vis de l'argent ou voilà, pour tout le monde, ou même pour ceux qui débutent ou même ceux qui ont déjà investi. Ce que je dirais, ça serait de se poser la question et de comprendre quel effet l'argent peut avoir sur toi avant de te demander ce que tu veux faire de ton argent. C'est un peu ce qu'on a dit, ce qu'on a évoqué sur tout le podcast, là aujourd'hui. C'est vraiment de se dire: «OK, comme j'ai dit, l'argent, c'est un très bon serviteur, un très mauvais maître. Il va me servir à quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent?» Pour essayer de revenir à quelque chose, une distance, revenir à une rationalité, revenir à une méthodologie et pas foncer tête baissée, être influencé dans ses biais, prendre des mauvaises décisions qui ont des impacts sur le rendement, qui peuvent être dangereuses parfois. Donc voilà, pour moi, c'est important, c'est OK, quel effet a l'argent sur moi?
Qu'est-ce que je veux faire de mon argent? À quoi il me sert vraiment? Et je me pose ces questions-là avant de me poser les questions: «Qu'est-ce que j'en fais?» Voilà. Et ça, c'est aussi mon travail, mon rôle à moi. Et après, bah, là, oui, il y a des ressources comme toi, des professionnels, des gens de confiance qu'on peut aller voir pour créer une méthodologie. Mais il faut se poser ces questions, je pense, c'est important. Super, merci beaucoup Mathias. Yes, merci.